Bonjour à tous, c'est un réel plaisir de vous retrouver chaque dimanche à partir de 11 heures pour analyser, décrypter et commenter les grands sujets qui ont marqué l'actualité nationale et internationale, et cela à travers le regard des journalistes qui traitent l'actualité au quotidien. Alors pour débat de presse de ce dimanche, 4 sujets sont sur la table des débats. Il s'agit de l'acquisition de véhicules par le gouvernement et donc de la décision d'organiser des conseils de ministres délocalisés. Deuxième sujet, la conférence de presse du CFOP, le chef de file de l'opposition politique. Troisième sujet, le procès du putsch manqué de septembre 2015 de nouveau renvoyé. Et puis, en actualité internationale, nous parlerons du retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien. Autour de la table, 4 invités, 4 journalistes de la presse nationale. Il s'agit de Soumaïla Rabo de la radio Savane FM. Bonjour Rabo. Bonjour Sayon, bonjour. Nous avons avec nous Dabadi Zumbara du journal Le Pays. Bonjour. Bonjour Sayon, bonjour à tous. Autour de la table également, Paul Miki Rwamba de Waga FM. Bonjour. Bonjour Sayon et bonjour à tous. Et Gabriel Koundjoro Kambou de Afrique Femme TV. Bonjour. Bonjour. Merci à tous en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Alors l'actualité cette semaine a été marquée donc par cette acquisition de véhicules au profit des membres du gouvernement et des gouverneurs de région. Il s'agit de 35 véhicules, des berlines, de 7 pick-up et de 19 V8 d'un coût total de plus de 3 milliards de francs CFA. L'annonce donc de cette acquisition donc a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Selon le gouvernement, les véhicules Peugeot 407 acquis en 2010 ne sont plus en bon état et tombent régulièrement en panne, des arguments qui ne convainquent pas certains Burkinabés qui parlent de dépenses de prestige. Alors c'est un sujet que vous avez dû traiter dans vos rédactions. Alors quelle est votre réaction donc sur ce sujet? Rabo. Ma réaction sur ce sujet, je l'avais la plus objective possible parce que pour beaucoup de sujets qui sont discutés sur la place publique, les gens sont dans des positions braquées et des préjugés sur le passé des gouvernants, sur la façon dont le pays était géré depuis longtemps. Et parfois, on n'a pas le recul nécessaire d'analyser les éléments objectifs pour apprécier. C'est-à-dire, dès lors que c'est le gouvernement qui décide, c'est mauvais. Dès lors que ce sont les citoyens qui disent, c'est ça qu'il faut prendre comme parole d'évangile. Non, sur cette question-là, jusqu'au moment où je parle, je ne me suis pas fait une position particulière. Parce que je n'avais pas des éléments techniques pour apprécier. Je me dis, un gouvernement, ça travaille forcément avec des moyens roulants. Mais je ne sais pas. Les véhicules qu'on veut remplacer, de quand ça date? Vous dites que ça date de 2010, ça fait 8 ans. Je ne sais pas si techniquement, après 8 ans, la voiture d'un ministre a besoin d'être renouvelée. Voilà, ça dépend de la fréquence d'utilisation du véhicule. Mais si techniquement, les avis sont tels que les voitures des ministres ont besoin d'être changées, moi, je ne vois pas le problème. Ce qui peut me poser problème, c'est la qualité, le niveau de prestige de ces voitures, le luxe, etc., etc. Peut-être que ce sont ces éléments-là qui braquent davantage les positions. Quand on entend V8, on se dit que ce sont des voitures de luxe, ce n'est pas forcément des voitures utilitaires, ça consomme beaucoup de carburant, ça va en rajouter aux dépenses de l'État au moment où on veut maîtriser les dépenses de l'État et donc réduire le train de vie de l'État. Voici un peu les éléments que je mets dans la balance. Mais il me revient que, selon le gouvernement, un avis technique a été demandé au CCVA, le Centre de contrôle des véhicules automobiles, qui a dit que pour résoudre le problème, il faut carrément renouveler les voitures au lieu de réparer les anciennes. Il me revient également, et ça c'est mon plus gros problème dans cette affaire, que courant 2016-2017, le gouvernement avait pris une décision qui n'était pas celle-là vraiment. En Conseil des ministres, il y avait un rapport qui avait été adopté qui disait que les voitures des ministres allaient être inspectées et que ça allait être changé au cas par cas. C'est ce que moi j'ai retenu jusque-là. Je ne sais pas pourquoi cette année, brusquement ça a changé et puis on dit que ce n'est plus au cas par cas. D'ailleurs, le gouvernement n'a plus fait référence à cette décision antérieure. On n'a plus parlé du cas par cas. On a dit on va renouveler toutes les voitures des ministres.
C'est ça qui me pose problème. S'il y avait eu un lien avec les décisions passées, il ne faut pas croire qu'on est amnésique. On suit quand même ce qui s'est dit et ce qui s'est fait au sein du gouvernement et ce qui s'est dit après les conseils des ministres. Donc, il faut toujours faire le lien avec vos décisions passées sur les mêmes sujets parce qu'on suit. Sinon, pour moi, je pense qu'il est totalement normal qu'à échéance, chaque fois on renouvelle en tout cas les voitures des membres du gouvernement pour qu'ils puissent travailler, pourvu que ce soit des voitures utilitaires. Utilitaires, d'accord, oui. Koundioro, vous partagez l'avis de Rabo sur ce point? Non, je ne partage pas entièrement ce que mon confrère dit. Moi, je pense qu'il faut des véhicules qui datent de 2010. La plupart de nous, Burkinabés, nous achetons des véhicules ici. Nous savons de quand ça date. Nous achetons des véhicules de 2005, 2007, 2010, ainsi de suite. Et quand ça vient, c'est comme si on utilise encore pendant plusieurs années. Donc, moi, je ne crois pas que des véhicules de 2010 soient inutilisables aujourd'hui. Alors, Rabo a parlé de fréquence d'utilisation de ces véhicules. La fréquence d'utilisation, on a un conseil des ministres chaque mercredi. Le ministre va au service tous les jours, c'est 5 jours par semaine. Bon, un véhicule de service, en principe, ne doit pas sortir au-delà donc, des heures de service. Donc, si je comprends bien, quand le ministre doit se déplacer, il y a d'autres dispositifs qui sont mis en place pour que le ministre puisse se déplacer. Donc, même si la fréquence ils ne font pas 1000 km par semaine, les ministres ne font pas 1000 km par semaine. Et ce n'est pas qu'on est contre le renouvellement, mais il y a aussi l'opportunité, il y a aussi le moment. À partir du jour où vous avez annoncé que nous avons plus d'1 million de Burkinabés qui seront en situation de famine et que, en même temps, vous sortez pour annoncer des dépenses de prestige de plusieurs milliards de francs CFA, pendant que nous n'arrivons pas à nous nourrir, nous voulons des véhicules de luxe, nous voulons des véhicules de prestige. C'est le Japon qui nous envoie du riz pour que nous puissions nourrir nos Burkinabés, et pendant ce temps, notre gouvernement prend 3 milliards pour mettre dans des véhicules. Donc c'est ça le problème. Sinon, c'est pas que... Moi j'ai dit, il n'est même pas... Moi, comme l'a dit le ministre, est-ce qu'il c'est bien pour l'image même du pays de... Oui, pour l'image du pays, il peut même aller à vélo au Conseil des ministres. Nous avons dans des pays où les gens vont à vélo en Conseil des ministres. Ce n'est pas une question de l'image du pays. C'est pas qu'on... Non, si vous allez en voyage et que vous trouvez un ministre... à vélo, ça me dérange sur un axe, non, en panne, parce que sa voiture... Mais je les prends dans ma voiture, on cause et on discute des problèmes du pays et puis on poursuit le reste du chemin. Moi, je vous dis une chose. Il ne faut pas que nous prenions les fonctions comme des positions de domination, des positions de prestige, et que comme moi Kambou, comme ça, je suis devenu ministre, je ne peux plus rouler avec, ou bien je ne peux plus prendre le thé avec les Paul Miki Rwamba. Non. Il faut qu'on reste nous-mêmes. Et si on reste nous-mêmes, on n'a pas besoin souvent de ces choses-là. Je vous dis une chose. Moi, je milite pour que chaque membre qui vient au gouvernement, qu'on lui affecte un véhicule personnel. C'est-à-dire que, comme on fait avec les députés, tu prends un prêt que tu vas rembourser sur ce véhicule. Et c'est ce véhicule que tu utilises pour venir en conseil des ministres, pour ainsi de suite. Là, ça nous évite que, vous savez, nous tous, la mentalité que nous avons quand il s'agit d'un véhicule public, quand il s'agit d'un bien public, nous n'avons pas le même entretien par rapport à ce que nous achetons nous-mêmes. Les mêmes ministres qui veulent des véhicules de 2017 ou bien 2018, ils ont chez eux, les propres véhicules datent de quand? C'est des véhicules de 2007, 2010. Mais ils continuent à rouler ça. Alors, on va voir si ton avis est partagé autour de la table. Paul Miki. Oui, bon, moi je pense que, comme Rabo l'a dit, c'est tout à fait normal que le gouvernement se dote de véhicules. D'ailleurs, ce n'est pas une première que des véhicules sont achetés ici. Chaque année, il y a une dotation, en tout cas annuelle, de véhicules. Mais ce qui pose problème cette fois-ci, c'est deux choses. La première, c'est qu'il s'agit de véhicules de luxe. Donc, lorsqu'on ajoute le qualificatif luxe à ces véhicules nouvellement acquis, ça peut paraître quand même bizarre au point de vue de l'appréciation. Le deuxième point qui pose problème, à mon avis, c'est l'opportunité de cette dépense de prestige. Parce que on est dans une situation où tout est tendu. Vous savez que depuis un certain nombre de temps, au Burkina Faso, on dit tout est prioritaire. On a les syndicats qui donnent de la voix. Et récemment, d'ailleurs, lorsqu'on prend par exemple l'exemple de l'hôpital Yalgado Ouedraogo, qui souffre de beaucoup de maux et des services fermés, et le syndicat demande de la part du gouvernement beaucoup plus d'attention, et qu'au même moment, on annonce l'acquisition de véhicules à hauteur de plus de 3 milliards de francs CFA. Donc, vous voyez qu'ici, c'est le moment peut-être qui est mal choisi. Peut-être qu'il aurait fallu que le gouvernement
et en s'achetant ces véhicules, le fassent un peu en catimini pour ne pas susciter le courroux des populations. Mais dans tous les cas, il faut être également transparent, c'est ce qu'ils ont fait. Mais aujourd'hui, vous aurez remarqué que tous les efforts de justification de cette dépense sont un peu vains. Ça ne convainc pas les Burkinabés, cela d'autant plus que lorsque on dit que les ministres ont besoin de ça et qu'ils ont des véhicules qui remontent à 2010, qui font 8 ans aujourd'hui, lorsqu'on dit également que les ministres, quelquefois, avec les véhicules qu'ils ont, ils tombent en panne, ça c'est mal reçu dans l'oreille de celui qui, tous les matins, a des soucis pour joindre les deux bouts. Ça tombe mal dans l'oreille des syndicats qui demandent en tout cas un minimum au niveau de l'hôpital El Gado et Dragou ou au niveau de d'autres services et qui n'arrivent pas à avoir ça. Donc pour moi, c'est cette question d'opportunité. Il aurait peut-être fallu avoir un peu de patience et puis j'allais échelonner les dépenses puis attendre un peu que la situation se décampe. Je ne dis pas qu'il faut attendre de résoudre tous les problèmes de tous les Burkinabés jusqu'au dernier avant d'acquérir des véhicules pour les ministres, mais aujourd'hui, tous les débats se posent au niveau de l'opportunité de cette dépense. Peut-être qu'on aurait pu acquérir ces véhicules, d'autres types de véhicules à moindre frais. Et la preuve, c'est que d'ici là, on va encore noter que ces véhicules aussi sont amortis. Oui, mais ce qu'il faut rappeler également au Burkina, c'est que ce ne sont pas des propriétés personnelles des ministres, c'est un bien patrimoine qui rentre dans le parc automobile de l'État, mais dans tous les cas, l'opportunité de la dépense se pose avec beaucoup d'acuité. Oui, Zoumara. Oui, moi je pense que le gouvernement a manqué l'occasion, ils allaient dire de se racheter par rapport à ce qui était dit jusque-là. Pourquoi je l'ai dit, voilà comment on aurait pu procéder et on n'allait pas entendre autant de bruit. Il suffisait tout simplement que le gouvernement fasse un communiqué pour dire bon, il y aura vente aux enchères parce que nous avons des véhicules qui nous consomment beaucoup et qui grissent le budget de l'État. Alors nous allons nous en débarrasser pour réduire le train de vie de l'État. Vous voyez, un tel communiqué aurait eu un impact positif parce que les gens allaient comprendre le souci de réduire le train de vie. Et en ce moment, on sort effectivement ces véhicules et on commande des véhicules modestes. Je dis bien modestes. Mais lorsqu'on ne fait pas ça, on dit par exemple que les véhicules qu'on a, ça date de 2010, alors que l'âge moyen des véhicules au Burkina, nous le connaissons, ça pose un problème. Je pense que ce gouvernement pèse principalement par trois choses majeures à mon avis. La première chose, à mon avis, c'est l'incohérence. Il ne pèse pas son incohérence. La seconde chose, c'est quoi? La seconde chose, à mon avis, c'est son manque de discernement des priorités. Et la troisième, sa mauvaise communication. Lorsqu'on dit que les véhicules datent de 2010, alors qu'on sait très bien qu'au Burkina, beaucoup achètent des véhicules France Revoit, comme on l'a dit, dont certains arrivent ici avec qui ont déjà l'âge de 15 ans et autres, 7 ans, 10 ans. Et quand vous dites ça, c'est un argument qui ne vole pas, il ne peut pas. Ce n'est pas possible. Alors, problème d'incohérence. Mais lorsque vous avez des écoles sous paillotte et que vous permettez et que vous donnez le droit d'acheter des véhicules à coût de milliards, c'est difficile. Lorsque dans un contexte de revendication tous azimuts, comme on le constate aujourd'hui, l'État dit qu'il n'y a pas l'argent pour satisfaire à toutes les revendications et vous prenez plus de 3 milliards pour vous acheter des véhicules de luxe, il y a un problème de cohérence. Oui, il y a beaucoup de personnes qui pensent par exemple que les V8 pour les gouverneurs, c'est un peu trop... Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Ce sont des véhicules en réalité de luxe. On n'en a vraiment pas besoin. Lorsque des postes de police et des gendarmeries se ferment dans certaines localités, parce que les FDS n'ont pas suffisamment les moyens pour faire face aux périls djihadistes et que vous achetiez effectivement des véhicules de luxe, mais il y a un problème de priorité. Donc je pense que ce sont autant d'éléments qui font aujourd'hui que ça fait du bruit. Sinon, par le passé, les gouvernants qui se sont succédés ont acquis des véhicules, mais il n'y a pas eu autant de bruit. Donc c'est vrai que ceux qui disent par rapport aux gouverneurs et autres, je pense qu'on peut avoir des véhicules quand même assez robustes qui ne soient pas forcément des V8. Parce que c'est ça aussi en réalité. L'État, il faut qu'on ait d'abord le souci de l'économie. Parce que c'est un bien qui appartient à tout le monde. Donc, on ne peut pas se permettre comme si c'était le privé, ou c'est le prestige par moment, parce que le monsieur, il a une entreprise qui est rentable, il a fait des bénéfices, il faut qu'il montre quand même son image pour que, bon, s'il a besoin de tel ou tel marché, qu'on puisse lui accorder, rien qu'au vu de ses moyens de déplacement. L'État n'a pas besoin de ça, parce que l'État, c'est d'abord du social. Si vous prenez le prix d'un CV8, mais vous pouvez résoudre les problèmes de 2 ou 3, même 10 villages. Vous avez des villages où il n'y a pas un seul puits positif au Burkina Faso. Il n'y en a pas. Et un puits positif, ça se réalise à coût de combien? 6 millions par là, vous le faites? Ou 7 millions? Un V8, ça coûte combien?
C'est vrai que l'État les achète hors taxe. 90 millions. Exactement, 95 millions. Voilà, donc ça pose un véritable problème, effectivement. D'accord, on va voir si Rabo veut réagir. Par Oui. rapport à certaines interventions-là, non, il y a des propositions qui ne sont pas les bonnes, d'après moi. Faire acquérir par chaque ministre, quand ils arrivent au gouvernement, des voitures, vous allez faire perdre beaucoup d'argent à l'État. Parce que le ministre, si vous regardez d'où il vient, s'il vient pour faire 3 mois ou 6 mois, si après il n'est pas solvable, l'État aura perdu la voiture. Voilà. Donc la proposition n'est pas bonne, que le ministre achète sa voiture au moment où il arrive. Deuxièmement, une voiture ministérielle, sauf si je me trompe, ce n'est pas une voiture de service, c'est une voiture de fonction. Vous voyez, donc il l'utilise en dehors même des heures de service. Ce que je dis, hein, et ce n'est pas loin de ce que nous tous nous disons, il faut que le gouvernement ait des moyens pour travailler. Maintenant, le contexte compte beaucoup dans la manière dont on effectue les dépenses. Et je suis parfaitement d'accord que les V8 ne sont pas les voitures les plus adaptées à notre contexte. C'est pourquoi je dis que chaque fois qu'on doit faire ce type de dépenses-là, il faut penser à l'utilité, acquérir des moyens roulants utilitaires. Je vous parle d'une anecdote à propos de ce que les citoyens peuvent ignorer parfois parce qu'ils sont très loin. Il y a quelques années, le président de l'Assemblée nationale, Sungalo Ouattara, avait une petite discussion avec des journalistes qu'il avait invités comme ça pour parler de l'Assemblée nationale. Et puis il a avoué qu'il a eu une panne avec son cortège. C'est sa voiture de commandement qui était tombée en panne. Et il avait murmuré à ses garde-corps là de tout faire pour que les gens qui tournaient autour là ne sachent pas que c'était sa voiture. Et une autre voiture est venue le chercher. C'est pour vous dire que fréquemment, ces choses-là arrivent. Mais c'est dissimulé de sorte que les citoyens ne le voient pas. Parce que dans l'imaginaire, et ça il ne faut pas le minimiser, dans l'imaginaire de nous autres qui sommes moulés à certaines cultures, le responsable, il doit avoir un certain niveau qui permet d'avoir confiance en lui. Et pas plus tard qu'il y a 2 ans, par exemple, une étudiante de l'ENAM a fait une étude sur l'image que les gens avaient de l'État dans les préfectures, non, dans les départements, au regard de la qualité des bâtiments des préfets. Et elle avait dit que quelque part, ça nuisait à l'autorité de l'État, ça donnait une mauvaise image de l'État, telle que certains citoyens n'avaient plus confiance au préfet parce que l'État ne lui permet pas de travailler dans certaines conditions. Donc l'un dans l'autre, moi je ne suis pas dans la diabolisation systématique, mais comme Dabadi a dit, ce gouvernement a quand même un problème avec l'appréciation du contexte. Je ne sais pas s'il les mesure à sa juste valeur, sinon je ne vois pas de problème outre mesure. Voilà. Mais si vous n'appréciez pas bien le contexte, après les actes que vous posez ne sont pas recevables. Je voulais réagir par rapport à ce qu'il a dit, par rapport à la proposition d'acquérir des... Non, il ne comprend pas la proposition. Je suis désolé de le dire, il ne comprend pas la proposition. Lui, il va au service, il va comment au service? Plein de Burkinabés qui travaillent vont au service. Comment ils vont au service? C'est très simple. Même si le ministre vient pour... Mais combien de députés? Les députés qui ont pris les véhicules en 2012, la législature, il y a eu insurrection en 2014. Toute la loi prévoit, non. Ils n'ont pas payé. C'est parce que nous ne sommes pas sérieux dans la... Non, ils n'ont pas payé. Mais monsieur, je vous dis, la loi, ce n'est pas qu'on vient te dire signe et puis tu prends. Il y a une procédure qui est faite. En cas de situation de telle chose, tout est prévu, monsieur. Quand on parle de loi, ce n'est pas du coup de la tête qu'on décide comme ça. C'est une réflexion bien mûrie pour dire que voilà ce que nous gagnons en faisant ci. Et cette proposition, ce n'est pas que ça vient de Kambou et que c'est au Burkina seulement on veut l'appliquer. Il y a plein d'autres pays où c'est fait. Et ça évite plein de dépenses. Montrez-moi des pays où c'est fait et dites-moi comment ça marche. Je vous dis, la SEA a fait une mission au Rwanda. Et allez parler à la SEA par rapport à cette proposition. Je vous dis... Au Rwanda, ça ne se passe pas comme ça. Au Rwanda, c'est même généralisé, c'est pour toute la fonction publique. Je vous dis ici... Paul Kagame a vendu les voitures de l'État aux fonctionnaires rwandais. Donc, ce n'est pas le gouvernement seulement. Non, mais je vous dis ici, ce qu'on dit, ce que je vous dis ici, faites-le et puis vous allez... Ou même non, allez parler... Je demande à Kambou de me faire la démonstration qu'un instituteur principal qui est nommé ministre, qui vient, qui achète sur prêt, parce que j'imagine qu'il n'a pas
de l'argent liquide pour acheter une voiture, le gouvernement lui permet de prendre un prêt au trésor pour acheter une voiture, et puis 3 mois ou 6 mois après, il n'est plus membre du gouvernement. Il doit payer ça sur son salaire. Comment il fait? Non, mais je vous dis, si aujourd'hui, il a son véhicule, il peut utiliser son véhicule. Si il n'utilise pas son véhicule, qu'il prend le prêt. Mais demandez pour les députés comment ça se passe. S'il prend le prêt, si 3 mois après, il n'est pas là, c'est ça que je vous dis, dans la loi, dans la rédaction de la loi, on prévoit les procédures. Tout cela, tous les risques on a compris vos deux positions. Donc, non, mais je vais finir par là. Quand il dit, par rapport à l'acquisition et ainsi de suite, quand on a dit que ce n'est pas le moment, vous-même, vous savez, faites le tour des ministères. Il y a des véhicules qui sont garés parce que simplement la batterie ne vit plus. Vous savez ça? C'est parce que vous pensez que si ces véhicules-là appartenaient aux individus qui les utilisent, est-ce qu'ils allaient les garer parce que simplement la batterie manque? Il y a des véhicules où c'est le pneu simplement. Et comme Dabadi l'a dit, au lieu de revendre ces véhicules, on ne revend pas ces véhicules. On les parque dans les ministères ou bien dans le parc automobile et on va acquérir d'autres véhicules pour venir ajouter. Non, je dis non. Ça, il y a des fois des opérations, en tout cas, de vente de véhicules de l'État aux enchères. Oui, Dabadi. Oui, non, en fait, je pense que le problème se pose par rapport à la qualité des véhicules. Effectivement, naturellement, c'est que M. Rabo dit, si c'est un véhicule, effectivement, V8 ou berline, comme on vient de le voir, effectivement, c'est difficile pour quelqu'un qui vient d'arriver d'un certain niveau de pouvoir s'en sortir. Mais c'est ça, en réalité, le vrai problème ici. Je dis, nous sommes dans un contexte où c'est l'État. Et quand c'est l'État, il faut que les gens aient le courage de dire que nous n'avons pas le droit d'utiliser, de dépenser beaucoup pour le prestige. Prenez même simplement la France, que nous copions beaucoup. Mais vous verrez là-bas que les ministres et autres, là, les véhicules, c'est des véhicules modestes. Il n'y a rien d'extraordinaire, je vous dis. Les SG, certains même se déplacent en moto, ça c'est pas comme on dit, j'ai vu. D'autres même viennent à vélo. Taubira à l'époque, elle venait au conseil des ministres en vélo. Mais ce n'est pas parce qu'elle vient à vélo qu'il y a un problème, que ça va diminuer peut-être sa façon de... Non, je pense qu'un ministre doit convaincre par des arguments. Il ne doit pas convaincre par le prestige. Parce que lorsque vous allez vers des populations pour les faire comprendre une idée, et que vous venez avec un véhicule de 16 ans, vous les insultez, ils ne vont jamais vous écouter. Le monsieur cherche à manger, vous venez avec un véhicule qui peut construire tout son village, et ça pose un problème. Paul Miki, très rapidement. Je veux dire qu'il faut qu'on fasse un peu attention pour ne pas trop galvauder la fonction du ministre aussi au Burkina, parce que, bon, le ministre, on est d'accord, ce n'est pas un chiffon comme on le dit, c'est quelqu'un qui en réalité a droit à un minimum de prestige. Mais il faut bien doser cela, c'est ça qui fait le problème chez nous au Burkina. Parce que lorsque on se lance dans des dépenses de prestige comme ça et que l'on achète des véhicules de luxe que l'on remet aux ministres, les mêmes ministres quelquefois sont invités à aller rencontrer les syndicats pour échanger avec eux lorsqu'il y a un mouvement. Et lorsque le ministre vient comme ça dans ce prestige-là, au devant des syndicats qui demandent des choses dont le montant ne vaut pas le véhicule que lui-même le véhicule qu'il a amené là, ça peut poser en tout cas un problème de comparaison qui n'est pas tout à fait agréable. Donc c'est pour cela que moi j'ai dit il faut doser les dépenses. C'est ce qui fait le problème du Burkina. Simplement, cette décision est passée parce que tous ceux qui devraient prendre la décision, ça les arrangeait. Si on devait discuter profondément cette décision d'acquisition de véhicules pour les ministres à hauteur de 3 milliards de francs CFA et que ça devait faire l'objet peut-être d'une discussion beaucoup plus élargie, peut-être qu'on n'en serait pas là. On a vu, la décision est passée facilement parce que ce sont les ministres qui eux-mêmes en sont bénéficiaires. Ils ne voient pas tout de suite l'impact que ça peut susciter au niveau de l'opinion. Et voilà, aujourd'hui, on est dans une situation pareille où le gouvernement se bat comme il peut pour justifier une telle dépense. Et puis, ce sont des arguments qui, malheureusement, ne volent pas haut parce que nous sommes dans un pays où il y a beaucoup de priorités et c'est le gouvernement qui, à chaque fois, interpellé. Ça donne l'impression que le gouvernement n'a pas une bonne oreille pour les revendications, quelquefois sociales, très primaires de certains Burkinabés, mais le même gouvernement a beaucoup d'oreilles à entendre certaines autres, à s'élancer dans certaines autres dépenses, comme c'est le cas des véhicules de luxe pour les ministres, des V8, des talismans, et également pour le Conseil des ministres délocalisés. D'accord, oui, le Conseil des ministres délocalisés. Peut-être que les nouveaux véhicules serviront en tout cas de moyens de locomotion pour rejoindre les différentes régions, les chefs-lieux de région, en tout cas pour la tenue en tout cas de ces conseils des ministres. C'est le petit sujet en tout cas de notre premier débat ici. Alors, Conseil des ministres délocalisés, la décision est passée. Qu'en pensez-vous?
L'opposition dit que c'est une campagne déguisée donc, qui se profile à l'horizon. Le gouvernement dit que c'est un souci, en tout cas, de se rapprocher davantage des populations. Alors, comment donc, vous voyez donc, cette décision du Conseil des ministres? Très rapidement, Rabo. Conseil des ministres délocalisé, campagne déguisée. C'est évident. C'est évident. Je n'ai pas de doute là-dessus. Vous n'avez pas foi en ce que le gouvernement dit? Par exemple, Djibo, Fada, Dédougou, ce sont des localités, en tout cas des régions dans lesquelles il y a eu des attaques terroristes. Voilà, l'arrivée de tout le gouvernement pourrait peut-être permettre à ces populations de se sentir dans ce pays. Moment même de penser que le gouvernement pouvait quitter Ouagadougou pour aller faire 3 mois à Bobo-Dioulasso pour redistribuer les richesses d'une certaine façon. Mais ce n'est pas dans des contextes comme ça. C'est vrai aussi que ce n'est pas la première fois. Blaise Compaoré l'a fait à Bagré, Michel Kafando l'a fait à Koudougou. Oui. Voilà. Donc le gouvernement peut utiliser ces prétextes-là. Mais quand le chef de file de l'opposition dit que c'est de la campagne électorale déguisée dans la perspective de 2020, moi je n'ai pas de doute là-dessus. Maintenant, le gouvernement a acte du fait que il y a des discussions à faire avec les populations à la base. Il y a des préoccupations à saisir du bout des doigts pour pouvoir apporter les meilleures solutions. Ça aussi, c'est des arguments qui peuvent tenir d'une façon ou d'une autre. Une chose est évidente, le gouvernement va utiliser les moyens de l'État pour aller battre campagne pour le MPP. Peut-être l'opportunité qu'on peut saisir au niveau régional, c'est de prendre tout ce qu'ils amènent comme l'argent pour que ça serve aux parkers, aux vendeuses de beignets, et puis, je ne sais pas, aux hôteliers, voilà, aux hôteliers, voilà, pour qu'ils ne reviennent pas à Ouagadougou avec leur argent. Voilà. Sinon, c'est utiliser l'argent de l'État pour battre campagne. Ok, oui, Zumbara, est-ce que c'est le même avis? Non, bien sûr, je partage son avis parce que je trouve que cette décision est purement politique. Parce que je ne vois véritablement pas qu'est-ce que ça va changer dans la vie, dans le quotidien en réalité. Mais la décision, heureusement que Koundioro est là. Koundioro avait proposé par exemple qu'avec les attaques qui se passent dans le nord ou dans le Sahel burkinabé, le gouvernement n'allant là-bas faire, ça pouvait permettre carrément ça peut se faire de temps à en ces temps, populations de se sentir dans le pays. Mais je vous dis que dans ces cas d'ici-là, je ne pense pas à cela. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas d'aller cerner davantage les préoccupations des populations. Parce qu'elles sont déjà connues. Vous avez des préfets, vous avez des hauts commissaires, vous avez des gouverneurs qui rendent régulièrement compte à l'État central. Donc, il ne s'agit pas de cela. Alors, il s'agit de quoi finalement? Vous imaginez ce que ça peut coûter à l'État, c'est-à-dire aux contribuables. Le nombre des ministres, le nombre des agents de sécurité qu'il faut déployer, protocole, etc. Tout ce qu'il faut comme commodité, etc. Nous savons, on vient de parler tout à l'heure du prestige. Donc, ça va coûter énormément cher à l'État pour, à mon avis, le seul intérêt certainement du MPP. Donc, quand le chef de file de l'opposition, effectivement, dit que c'est pour battre campagne avant l'heure, moi, j'ai la faiblesse de croire ce qu'il dit. D'accord, oui. Bon, moi, ma réaction se veut loin des considérations politiques. Que ce soit pour battre campagne, moi, je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas que c'est pour ou que ce n'est pas pour. Je donne mon avis en tant que citoyen qui est gouverné par ceux-là qui sont là aujourd'hui. Moi, je pense que, comme on l'a dit ici, un conseil des ministres délocalisé, par exemple, à Djibo, vous n'alliez pas trouver quelqu'un qui va s'opposer. Comme ils l'ont déjà relevé, je pense que ce gouvernement a un problème de communication et peut-être aussi sa capacité d'entendre les cris du peuple là pose problème. Peut-être qu'il faut un jour peut-être travailler à rendre les choses plus propres pour mieux entendre. Parce que pour moi, ce qu'on attend aujourd'hui, c'est un conseil des ministres délocalisé à Djibo. Et vous n'allez pas avoir d'opposition là-dessus. Donc, en conseil des ministres, si le gouvernement décidait qu'à l'avenir, nous allons tenir un conseil des ministres là-bas, ça va. Mais quand vous dites nous allons délocaliser le conseil des ministres, ainsi de suite, quand on sait que nous avons combien de ministres déjà? Donc, s'ils doivent se déplacer, ça va combien de véhicules? J'imagine qu'ils vont louer des véhicules, des bus, avec lesquels ils vont voyager, le président et le premier ministre, dans le même bus avec les ministres,
les secrétaires généraux dans un même bus, ainsi de suite. Tous ceux-là qui doivent aller, que ce soit 3 ou 5 bus qui les amènent là-bas. Mais vous savez que pour des raisons de sécurité... Pour des raisons de sécurité, donc je suis à Ouagadougou et travailler en sorte que de l'autre côté là-bas, les choses puissent aller mieux. Donc c'est pourquoi je dis, pour moi, aujourd'hui, il y a un problème d'adressage de nos priorités, donc un problème de compréhension même des problèmes du peuple. Moi, je ne crois pas qu'il faille aller, après avoir été élu, avoir gouverné pendant 2 ans et quelques, qu'on ne sache pas quels sont les problèmes de ceux qui vivent au sud-ouest, quels sont les problèmes de ceux qui vivent dans les cascades, quels sont les problèmes de ceux qui vivent au nord, qu'on ne soit pas capable de savoir ce qui se passe là-bas et qu'il faille maintenant aller en conseil des ministres pour pouvoir savoir ce qui se passe, ça pose un problème. Voilà pourquoi les chefs de file de l'opposition trouvent que c'est une campagne déguisée. Mais pour moi, que ce soit campagne déguisée ou pas, tout ce que le gouvernement fait aujourd'hui peut être interprété comme tel ou pas par l'opposition. Donc moi, je ne rentre pas dans les tiraillements politiques. Voilà. Quel que soit ce que le gouvernement va faire, l'opposition va trouver à redire. Et c'est normal. C'est les règles de la démocratie. Mais moi, en tant que citoyen, je trouve que ce n'est pas le moment et que c'est inopportun de délocaliser. Qu'est-ce que nous gagnons? C'est ce que le ministre qui a tenu la conférence de presse la dernière fois devait nous dire. Quand il nous dit de ne pas nous en faire quant aux dépenses, non, on ne peut pas ne pas s'en faire. Il faut qu'on s'en fasse. Il faut nous dire qu'est-ce qu'on gagne. En tout cas, il a dit qu'il n'y aura pas de dépenses la délocalisation. Non, mais toute dépense est déjà une dépense. Voilà. Alors, c'est normal que l'on dépense, comme on le dit, mais il faut que la dépense corresponde à un besoin réel et qui soit mesurable sur le terrain. C'est ça un peu le principe. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que quand on parle de conseil des ministres, on sait tous comment ça se passe. Ça se passe entre 4 murs, que ce soit à Kosiam, à Bobo-Dioulasso, à Djibo. Le conseil des ministres va se réunir entre 4 murs. Donc, ce n'est pas ça qui est la préoccupation du citoyen lambda. On est tous d'accord que le gouvernement gagnerait justement à aller à la rencontre des populations locales parce que le Burkina, ce n'est pas seulement Ouagadougou. On est tous d'accord, on l'a même souhaité à un moment donné. Pour moi, ce qu'il aurait fallu faire, ce n'est pas forcément des conseils des ministres délocalisés, parce que d'ailleurs, lorsqu'on prend un conseil des ministres, c'est peut-être 3 ou 4 ministères qui vont avoir des délibérations. Les autres là viennent juste pour des compléments et des contributions orales qu'ils font à l'occasion de ce conseil des ministres. Ils n'ont pas un apport technique à apporter. Donc, comme qu'ils en prennent toute une trentaine de ministres, on les amène dans une localité pour faire un conseil des ministres délocalisé, mais qui est circonscrit dans une salle. Pour moi, ça n'a aucune valeur en ce qui concerne les populations. Ce qu'il aurait fallu faire, si l'on prend l'exemple du cas de Djibo, et Kamboul a dit qu'il aurait applaudi s'il y avait un conseil des ministres à Djibo, mais moi, j'aurais plus applaudi s'il y avait une sortie du gouvernement à Djibo pour aller non seulement dans la ville de Djibo, faire des forats et rencontrer les gens, discuter avec eux, recueillir les populations par rapport à la sécurité, aller même au-delà de Djibo, et pourquoi pas Falangoutou et Pétéga, là où c'est chaud, et Nassumbu, etc., pour discuter avec les populations, en leur disant que voilà, c'est moi le chef de l'État, c'est moi le Premier ministre, nous sommes là, nous sommes sur notre territoire, c'est chez vous ici, et nous sommes là pour votre sécurité. Je crois que c'est ce que le gouvernement veut faire. Mais là, on parle du conseil des ministres. Oui, mais c'est en marge des conseils des ministres, peut-être que ce n'est pas le même jour, mais en marge, peut-être qu'il y aura des rencontres avec les conseils des ministres, qu'ils se tiennent à Ouaga, à Bobo ou n'importe où, ce n'est pas accessible aux citoyens lambda. Donc, on n'a qu'à aller directement, si on veut vraiment être proche des populations, aller, si je prends le cas de la province du Soum, parler de la question de la sécurité, on peut aller à Bobo pour parler d'autres questions comme la réouverture des usines, les questions du coton. On a tellement de préoccupations à l'intérieur du Burkina ici. On n'a qu'à aller directement. Le gouvernement aurait pu aller directement, échanger avec ces problèmes et puis laisser tomber le prétexte du conseil des ministres délocalisé qui n'a pas un apport précis en ce qui concerne donc, les relations entre gouvernants et population. Donc, si vraiment la dépense devrait être utile, à mon avis, c'est comme ça que ça devait se passer. Mais de là à tenir un conseil des ministres délocalisé de cette nature, bon, ce n'est pas du tout accessible. Même à Ouaga ici, qui sont les Burkinabés qui vont sur le conseil des ministres, on attend tout le temps le compte rendu qui est j'allais dire, sélectif. D'ailleurs, ce n'est pas tout qu'on dit. Ça se passe entre 4 murs. Ensuite, le compte rendu, on se contente de ça et on se contente également de ce que dit le porte-parole du gouvernement. Donc, ça ne sert à rien de dépenser de l'argent pour dire que c'est un conseil des ministres délocalisé et on ne peut pas empêcher, dans ce contexte-là, l'opposition d'y voir une démarche politique avant l'heure. Et même si je suis d'accord également avec Kambo, que toute démarche par ce temps qui court de la part du gouvernement pourrait être interprétée par l'opposition comme étant une démarche politique, une campagne électorale avant l'heure. Même l'opposition, elle aussi, elle est en campagne déjà avant l'heure. Donc ce débat politique, ce n'est pas le nôtre, mais le débat politique technique et la pertinence de la dépense, c'est ça qui fait problème. On en a déjà parlé, l'opposition a largement abordé ce sujet lors du point de presse mardi dernier. Zéphiret Diabré, on a donné sa position. Alors le CFOP, on va changer de sujet qui a également
annoncé donc, une conférence de presse qui se tiendra chaque mardi donc, pour se prononcer sur les sujets brûlants du moment. Alors, qu'est-ce que vous pensez donc de cette proposition ou en tout cas de cette lancée? Moi, j'ai eu à le dire et à l'écrire. Je dis que le bonheur radieux de notre bien-être là n'est pas sous l'ombre de ces trois baobabs politiques dont ni l'UPC, ni le CDP, ni le MPP, ils sont en panne. Non, sérieusement, ils sont en panne. Voyez le niveau de débat politique. Voyez le niveau de propositions que les gens font. Une conférence de presse chaque mardi. L'opposition, vous allez parler de quoi? Chaque mardi, c'est quand est-ce que vous allez aller sur le terrain pour travailler avec... Parce que les opposants pensent que quand ils ne sont pas au pouvoir, ils ne peuvent pas aller aussi aider les populations avec des forages, travailler ainsi de suite, comme le gouvernement le fait. Ce n'est pas avec les mêmes moyens, mais le simple fait d'aller sur le terrain, échanger avec les gens, adresser leurs préoccupations, ainsi de suite, et remonter ces préoccupations. Moi, je serais content si le chef de file de l'opposition me dit que chaque semaine, ils seront dans les provinces. C'est plutôt eux qui vont délocaliser les CFOP là, pour faire dans les différentes provinces et régions du pays, qu'on aurait compris aussi. Donc vous comprenez mal, en tout cas, l'idée d'organiser... C'est une proposition qui n'a pas de sens. Et vous allez voir que la machine va se gripper après 2 ou 3 conférences de presse. Ça ne peut pas aller loin. D'accord, Paul. Moi, je pense que l'opposition a raison de faire cette proposition parce que simplement, elle abuse des médias. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un pays où les opposants ont pensé que les médias sont à leur portée. Parce que nous-mêmes, en tant que journalistes, tellement nous faisons quelquefois la politique de l'opposition sans le savoir, si bien qu'ils ont fini par comprendre que nous sommes là pour eux. C'est pour ça qu'il y a ces conseils de conférences de presse chaque mardi. Sans qu'on ait même un contenu, on a donc le rendez-vous mardi 10h, venez, on va discuter de ce que l'on veut. Donc ce n'est pas comme ça. Et on a même allé jusqu'à parler de club de presse pour l'opposition. Oui. Vous imaginez un peu ce que ça fait? Si c'était le parti au pouvoir qui avait dit, bon, on va créer un club de journalistes MPP là, vous allez voir quel scandale ça allait créer. C'est la même chose également pour l'opposition. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'opposition critique pour prendre le pouvoir. Nous, on ne critique pas pour prendre le pouvoir, mais on critique pour que ça soit un peu équilibré, pour que les choses changent dans le bon sens. Même si Zéphirin Diabré demain devient président du Faso, les mêmes critiques lui seront adressées, qu'il s'apprête déjà à ça. Donc c'est à force de trop faire pour l'opposition que l'opposition a fini par comprendre que les médias, là, c'est pour eux. Donc on les convoque comme on veut, on les utilise. Là aussi, c'est une autre campagne électorale. En plus, c'est gratuit, la conférence. Donc je pense que si c'est gratuit, voilà, vous faites bien de le rappeler, c'est totalement gratuit la conférence de presse. Les gens se lèvent, ils écoutent, ils viennent dire exactement ce que les autres ont dit, ce que les conférenciers ont dit, sans très souvent être critiques. Moi, j'aimerais bien que, quelquefois, il y ait également des analyses très critiques au niveau de l'opposition pour qu'elle comprenne que les médias ne sont pas là. Donc, il faut faire la part des choses et puis demander justement à l'opposition de sortir parler lorsqu'il y a de la matière. Parce que, bon, déjà mardi, on a cette conférence de presse, on ne sait pas encore de quoi il va être question, mais on va trouver un sujet. C'est comme si on fait tout pour respecter le rendez-vous et parler. Ça aussi, c'est une campagne électorale avant l'heure. D'accord, Rabo, est-ce que c'est votre avis? Donc, finalement, personne n'est interdit de campagne électorale avant l'heure. C'est la même chose pour tout le monde. Non, dans la forme, je crois que ce n'est pas bien vu. Ce n'est pas bien vu. Le chef de l'opposition aurait dû être conseillé autrement parce qu'une sortie toutes les semaines, vous allez tout de suite épuiser vos arguments et les gens vont banaliser votre parole. Voilà. Un leader d'opinion ne parle pas à tout vent. Non, il parle quand il doit prendre la parole pour dire des choses sensées qui font avancer. Et on ne va pas bavarder sur des choses inutiles. Mais à la lieu où on va, c'est ce à quoi Zéphirin Diabré est en train d'aller. Chaque mardi, il va venir dire des choses qui n'en valent pas la peine sur des sujets mineurs, alors que le chef de file de l'opposition, quand même, il doit se prononcer sur des sujets majeurs. Et il ne doit pas être en train de dire la même chose chaque fois qu'on le voit. Donc une semaine, vraiment le délai, l'intervalle est trop bref. Et il n'aura pas grand-chose à dire. S'il avait prévu des conférences de presse mensuelles, on aurait encore compris qu'il aurait beaucoup de temps pour apprécier les grands sujets. Kambou a dit que l'opposition fait cette erreur-là de croire qu'elle ne doit que parler. Par exemple, et ça je reviens encore à Zéphirin Diabré, je ne vois pas comment il accompagne ses conseillers municipaux et ses maires qui gèrent beaucoup de communes du Burkina. Qu'est-ce qu'il a fait pour que les mairies gérées par l'UPC gèrent autrement que le MPP et le CDP? Je n'ai jamais vu ça. La gouvernance locale. La gouvernance locale, là. Qu'est-ce que l'UPC propose de différent?
Et moi, j'ai déjà dit sur ce plateau, le Code général des collectivités, par exemple, dans ses dispositions sur les communes à statut particulier que sont Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, sont totalement, à côté de la plaque. Ouais. J'ai dit que l'opposition devait se battre, en particulier l'UPC, pour qu'on donne plus de contenu à la gestion des communes à statut particulier en donnant plus de pouvoir aux maires d'arrondissement. Pourquoi les députés de l'opposition ne font pas une proposition de loi dans ce sens? Je sais que le code électoral et le code général des collectivités est en relecture, mais il faut faire ce débat. Il faut dire que Ouagadougou et Bobo-Dioulasso ne peuvent pas être gérés par les maires de Ouaga et de Bobo seulement, pendant qu'il y a des maires d'arrondissement. On ne peut pas limiter l'action des maires d'arrondissement au lotissement seulement. La preuve, c'est qu'ils ne savent faire que ça. Et donc, comme il n'y a pas de lotissement, on ne les voit pas. Ils font rien. Ils passent le temps à faire la bagarre. Vous voyez, donc, Zéphirin Diabré n'a qu'à se trouver le vrai boulot et puis laisser le bavardage là aux autres qui n'ont pas grand-chose à faire. D'accord. Alors, il faut qu'on avance et on va parler d'un autre aspect de cette conférence de presse. Il s'agit du 7e congrès du CDP. Zéphirin, entre griffes, a été obligé donc de s'expliquer sur son discours qu'il a eu lors du congrès pour la démocratie et le progrès, c'était le 7e. Alors, comment vous avez trouvé donc son discours là-bas d'abord qui a été beaucoup critiqué? Certains le reprochent dans tout cas d'être beaucoup plus proche actuellement du CDP. Oui, non, ça se comprend, mais c'est qu'il faut aussi reconnaître que depuis 2015, l'UPC n'a plus fait mystère de sa volonté de se rapprocher du CDP. Il n'eût été la mésentente qu'il y a eu au sein de ce parti, c'est sûr que Zéphirin aurait eu l'accompagnement nécessaire de ce parti-là s'il y avait eu effectivement un second tour. Donc, si aujourd'hui Zéphirin s'est réjoui du retour en force, si je peux le dire ainsi, du CDP, certainement qu'il est convaincu que ce projet qui n'a pas abouti en 2015 va se concrétiser certainement en 2020. C'est vrai que... se trompe. Qui va suivre l'autre? Il a justement parlé de trois bavards et que quand deux se mettent ensemble... Exactement. Et donc les gens ont tout à fait raison d'être surpris parce que quand même, c'est lui qui était le chef quand même des troupes. C'est lui qui a conduit la troupe à la victoire. Et les gens ne comprennent, face au CDP, il faut le préciser, donc les gens ne comprennent pas que ses adversaires d'hier sont devenus subitement... il a dit justement, ils étaient adversaires, mais pas ennemis. Oui, je veux parler de ses adversaires justement. Ses adversaires d'hier sont devenus subitement ses alliés aujourd'hui, et ses alliés d'hier sont devenus subitement ses adversaires. Ça peut ne pas être bien compris par le citoyen ordinaire, mais nous sommes en politique, un domaine où tout est possible. Et donc, il faut comprendre Zéphirin Diabré, parce que si, en allant avec le CDP, il a plus de chances de remporter l'élection en 2020, ben, il le fera, puisque nous sommes en politique. En politique, c'est les intérêts qui priment. Ce n'est pas les sentiments des uns et des autres. C'est le résultat qui compte. Maintenant, les moyens pour y arriver, bon, ça, chacun peut apprécier. Oui, dernière réaction. Je pense que le chef de file de M. Diabré se trompe lourdement par rapport à cette alliance avec le CDP. Je ne crois pas que le CDP va s'allier à l'UPC, même si Zéphirin Diabré accédait par miracle au second tour à une élection. Ce n'est pas possible. Ils ne vont pas le faire. De la même manière, c'est-à-dire, c'est vrai qu'on est en politique, mais il y a la question de la constance au sein de la population. Ceux-là qui vous ont suivi hier donner un certain nombre de discours, aujourd'hui sont désorientés. Moi, je pense qu'il faut que nos hommes politiques ne regardent pas seulement qu'au fauteuil qui est installé à Kossiam. Là, ça va être difficile qu'ils ne regardent que le fauteuil. Non, mais il faut être... moi, je pense aujourd'hui qu'il y a des gens qui sont arrivés avec une constance aussi. Il y a des gens qui ont refusé des alliances. Moi, je connais un maire qui était arrivé, son parti était arrivé premier, mais il suffisait juste de quelques 7 conseillers, ainsi de suite. Au moment où il a fallu graisser les conseillers pour... Il a refusé catégoriquement et il a perdu la mairie. Graisser, ça veut dire quoi? Donc, c'est-à-dire, il faut payer les conseillers. Voilà, il faut payer les conseillers. Il faut que tout le monde voilà. Il a refusé de le faire, il a perdu la mairie, mais il vit aujourd'hui. Non, mais il faut être constant. Moi, j'aime des gens comme ça. Sur ça... Oui, allez-y, Rabo. Oui. S'il te plaît, Miki. Oui, sur ça, je crois qu'on a raison de dire que Zéphirin Diabré est inconstant. Et il en abuse même dans son inconstance. Figurez-vous qu'en Côte d'Ivoire, il a dit qu'Alassane Ouattara pouvait être 1000 fois candidat. C'est totalement aux antipodes
de l'alternance qu'il a prônée au Burkina Faso comme religion. Il dit au CDP, en congrès, qu'il a été fier de travailler avec Blaise Compaoré. Mais pourquoi tu nous as conduits pour chasser Blaise Compaoré? Pourquoi? C'est totalement illogique. Zéphirine Diabré, après avoir chassé Blaise Compaoré et avoir déclaré sa candidature à la présidentielle, a dit qu'il ne faut pas attaquer les candidatures du CDP et de ceux qui venaient d'être balayés par l'insurrection populaire devant le Conseil constitutionnel. Et il a eu même, je crois, des prises de bec avec les autres opposants qui ont attaqué des candidatures du CDP. C'est de l'inconstance qui peut se payer cher. Parce que mais est-ce que ce n'est pas le calcul politique qui... C'est ça. Donc, si vous abusez des calculs politiciens, voilà, après, vous n'allez plus avoir d'identité. Et c'est à ça que Zéphirine Diabré court. Il risque de ne plus avoir d'identité. Vous voyez, si vous n'avez pas une certaine constance, une certaine logique, et si vous ne travaillez pas sur de grands principes, vous ne saisissez que les opportunités du moment. Vous ne regardez pas votre idéologie libérale. Vous ne regardez pas l'idéologie sociale et démocrate du CDP. Vous ne regardez pas les gens du CDP que vous avez décriés hier. Vous sautez seulement parce que vous pouvez avoir quelques voix là-bas. Vous allez le payer cher. Et on a vu des acteurs politiques qui sont morts politiquement comme ça, à cause de ça. D'accord, parce qu'ils sont à gauche aujourd'hui, demain à droite. Une dernière réaction parce qu'on n'est vraiment plus par le temps. Ce n'est pas nouveau, sur la scène politique du Burkina, les alliances contre nature, on en connaît déjà même aujourd'hui à la mouvance présidentielle des alliances contre nature. Alors mettez-vous un peu à la place d'un Zéphirine Diabré qui aspire à la magistrature suprême, qui se retrouve face à un public CDP. Quel type de discours sortir pour avoir l'assentiment de ce public et puis peut-être, pourquoi pas, tenter de recruter des militants à l'intérieur de ce public parce que ce n'est pas exclu aussi. Donc c'est un discours purement politique. Il a profité de l'opportunité qui lui était offerte pour s'adresser à un public qui a priori n'était pas acquis à sa cause, mais dans son discours, il faut faire en sorte que peut-être ce public soit acquis à sa cause. C'est tout à fait normal. Et c'est tout à fait normal aussi que lui, Zéphirine Diabré, en tant que chef de file de l'opposition, qui se retrouve avec des partis qui sont venus d'un peu partout, il est obligé de tenir un langage un peu mesuré pour cela. Donc c'est pour ça qu'il a sorti ce discours-là. Et c'est un discours qui, à mon avis, répond à un besoin ponctuel, c'est-à-dire le congrès là. C'est le congrès là. Après ça, demandez-lui, peut-être il va changer. Je suis d'accord avec Rabo que c'est une inconstance, mais c'est le propre des hommes politiques au Burkina. Ce n'est pas Zéphirine Diabré seul. Vous prenez tous les grands partis politiques. D'ailleurs, même lorsqu'on doit rester dans cette logique qui n'existe pas d'ailleurs, si on devait respecter la logique, on n'allait pas voir un Roch Marc Christian Kaboré aller faire alliance avec Salif Diallo entre-temps parce que le premier a sanctionné le second. Donc c'est comme ça se passe. Le moment, lorsqu'il y a l'opportunité qui se présente, on est ensemble pour un but. Lorsque, allez-y poser la question à Laurent Bado et puis Émile Paris, ils vont dire qu'ils ont cheminé ensemble jusqu'à ce que 30 millions les séparent. C'est comme ça. Voilà. Alors on va changer de sujet. On est vraiment bousculé par le temps. On va parler donc du procès du putsch manqué, donc qui a repris le 9 et qui a aussitôt été donc renvoyé au 25 mai. Les 6 avocats commis d'office ayant demandé du temps en tout cas pour mieux s'imprégner donc du dossier. Le procès a été renvoyé également donc pour permettre aux bâtonniers de trouver de nouveaux avocats commis d'office à 8 accusés. Donc alors on a l'impression que c'est de report en report. Le procès, donc, on est parti pour un enlisement de ce procès. On va juste dire un mot là-dessus parce que c'est un sujet qui revient régulièrement. On ne va pas s'attarder là-dessus. Oui. Non, moi, je n'ai plus d'avis sur ce procès. J'attends la fin du théâtre. D'accord, oui. Non, je pense que les gens sont un peu impatients, mais on les comprend aussi. Parce qu'avant, c'était beaucoup plus la loi de Lynch qu'on appliquait à ceux qui étaient accusés d'avoir fomenté un coup d'État. On vous prenait tout de suite, on vous jugeait, et puis bon, soit on vous tuait ou en tout cas on vous jetait en prison. Alors, nous sommes aujourd'hui dans un contexte de l'État de droit qui a ses exigences. Et bien que le tribunal militaire soit une juridiction d'exception, il ne peut pas déroger à cette règle. D'où la lenteur de ce procès, parce qu'il faut travailler à garantir non seulement les droits de la partie civile, mais aussi ceux de la défense. Bon, on a le sentiment effectivement que les avocats de la défense en font trop. Ça peut se comprendre, mais encore une fois, ce sont les textes, les règles de l'État républicain qui permettent cela. Oui, c'est la conséquence de l'État de droit. On a fait l'option d'aller vers l'État de droit, on a oublié de faire avec, parce que les prévenus, même pris les mains dans les sacs, ont les moyens, ont la possibilité de se défendre. Donc c'est ça, il faut que les Burkinabés comprennent que c'est ça l'État de droit, c'est ça la démocratie. Si ce n'est pas bon, peut-être qu'il faut reculer en matière d'État de droit. Mais tant qu'on est dedans, c'est comme ça. Dans ce procès, on aura des reports, des déports, des renvois, etc. Ça va s'inscrire comme ça dans la durée parce que beaucoup de gens auraient souhaité que
Et les personnes, les généraux qui ont fait le putsch, là, qu'on les prenne tout de suite, on les met en prison. Mais rassurez-vous, ils sont déjà en prison. Mais ils ont également le droit de se défendre. Et leurs avocats également ont le droit d'utiliser tous les moyens légaux pour assurer leur défense. Donc, c'est comme ça. Et ça risque de durer encore. C'est pour ça que beaucoup de gens avaient pensé à une justice transitionnelle pour finir avec ça. Mais il faut mettre du contenu là-dedans aussi. Oui, Rabo. Je vais encore parler d'inconstance. Je ne comprends pas les logiques. Je sors un peu du droit. J'ai vu des gens marcher à Dédougou, à Nouna, à Réo, à Ouagadougou même, à Yako, pour réclamer le procès rapidement. J'ai entendu des gens dire, parce que je n'en ai jamais fait la preuve, que le général Gingéré voulait parler avant les élections présidentielles du 29 novembre 2015, parce qu'il avait des choses à dire pour que des gens ne soient pas candidats, ou pour que des gens fuient ce pays. Je ne comprends pas. Par quel miracle aujourd'hui on va au procès pour tout déballer, pour que les Burkinabés comprennent tout ce qui s'est passé depuis 40 ans dans ce pays. Et puis on voit des avocats qui font en sorte qu'on n'aille pas au débat de fond. Et les partisans ne nous disent plus rien. Il n'y a plus de marge pour dire de faire tout parce que Gingéré veut parler. Parce que le général Djibril Bassolé a des choses à dire. Parce qu'on a menti sur lui. Je ne comprends pas. Où ils sont? Où est la NAFA? C'est l'état de droit. Où est la NAFA? Non, c'était du pipeau. Il faut qu'on aille au débat de fond, puisque le procès là, ce n'est pas le spectacle que les avocats nous offrent aujourd'hui. Moi je pense que le procès, c'était quand Gingéré va dire qui a fait la réunion, qui a tiré le premier, combien de morts lui il a compté par rapport aux morts officielles. Je pensais que c'était ça le procès. Aujourd'hui on nous fait croire que le procès, ce sont les avocats qui se déportent, les avocats qui disent que la justice militaire doit être supprimée. Ce sont les avocats. Je vous ai dit ici en 2004, moi j'ai suivi le procès de Luther Wali Diapagui. Le procès a eu lieu devant le tribunal militaire. Le président s'appelait Blaise Compaoré. Et celui qui avait fait venir les Wali, les Babou Naon, là, s'appelait Gilbert Gingéré. Il faut qu'ils répondent devant le même tribunal. Et il faut qu'on aille au fond. Vous voyez, il faut que les gens soient constants. Il faut que les gens soient logiques. Il faut que les gens soient conséquents dans leur prise de position. Il faut qu'ils aillent jusqu'au bout de ce qu'ils nous ont servi. Donc, il ne faut pas qu'on tourne en rond. Moi, j'ai vu des victimes là-bas qui ont dit que l'action sociale leur a donné 500 000 francs pour 180 victimes, autour de 2 000 francs, 3 000 francs pour chacun, pour son carburant. Et donc, si ça traîne en longueur comme ça, on n'aura plus le temps, on n'aura plus les moyens, pardon, de faire venir ces gens-là. Pendant que les autres là sont transportés avec des fourgons de l'État. C'est pas de vite. En tout cas, on va parler donc du dernier sujet donc, de cette émission. Il s'agit donc du retrait de Donald Trump de l'accord sur le nucléaire iranien. Vous l'avez suivi, c'était le 8 mai dernier, donc que Donald Trump décidait en tout cas de quitter cet accord. Alors, qu'est-ce que vous pensez donc de cette décision de Trump? Cette décision ne va-t-elle pas donc amener, si on peut le dire, des troubles assez sérieux, en tout cas dans cette partie du monde? Paul Miki. Oui, c'est bien ce que vous avez dit. C'est une décision de Donald Trump. Vous savez qu'à l'intérieur de son pays, il est même combattu. Ça ne fait pas l'unanimité aux États-Unis. Et il faut s'attendre justement à ce qu'il y ait des levées de boucliers, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Et même si je suis d'accord avec lui pour cette fois-ci, il faut se retirer. Vous êtes d'accord? Alors, est-ce que son avis de Paul Miki... Non, Miki a dit quoi? Il faut le retrait? Non, il est d'accord pour le retrait des États-Unis? De cette décision de Donald Trump. Le retrait des Américains, voilà. Non, mais ça, c'est une option, parce que bon, cette histoire de nucléaire, il faut véritablement que l'on commence à voir clair dedans, parce que tous les pays ne l'ont pas. Ça fait, à mon avis, une histoire de 2 poids, 2 mesures, soit on en a tous, soit on n'en a pas. Mais tous. Pourquoi les États-Unis ne détruisent pas alors les têtes nucléaires? Et on empêche les autres d'en avoir. Moi, j'ai compris une chose, hein, le monde fonctionne comme ça. Ouais. L'affaire de la Corée du Nord est en train de se régler, non? Il faut créer un autre foyer de tension pour que les pays là achètent des armes. Vous voyez, il n'y a pas d'autre logique qui gouverne le monde. Le monde est gouverné comme ça. Il faut créer une insécurité permanente. Même les terroristes qui nous tapent là-dessus, là, ça ne répond pas à une autre logique qu'à cette logique-là. Il faut que l'argent du monde permette d'acheter des armes. Il faut fabriquer des pauvres. Il faut fabriquer des maladies pour que des gens s'enrichissent, pour que des États fonctionnent. J'ai entendu un doyen là parler de l'économie de la guerre. Vous savez ce que c'est? L'économie de la guerre, il paraît que c'est ça qui rapporte après la drogue et les industries informatiques. L'industrie de la guerre. Donc, quand Donald Trump décide comme ça de se retirer de l'accord iranien, il crée un foyer de tension.
tous les pays autour de l'Iran, Israël, vont se réarmer parce qu'il y a de la peur dans l'air et il y a la psychose qui est créée. Quand on va finir avec ça, vous allez voir, il va aller dans le conflit israélo-palestinien. Il va encore créer un autre clash là-bas. En tout cas, il y a déjà eu des tensions, hein, puisqu'on a vu des affrontements entre Israël et puis l'Iran sur le territoire syrien, donc ces derniers jours. Oui, moi, la question que je me pose, qu'est-ce que le monde, sans les troubles que créent les États-Unis, la France, les grandes puissances? Mais il faut dire là que les Français, les Allemands et les Britanniques ne sont pas d'accord. Comme Rabo l'a dit, comme Rabo l'a dit, moi ça ne m'a pas étonné. Vous savez, aux États-Unis, quand les républicains arrivent, il faut qu'ils créent, chaque président doit avoir sa guerre. Et Trump est en train de chercher sa guerre. Hier, rien que hier, il s'envenimait avec le Sud-Coréen. Et non, le Nord-Coréen. Aujourd'hui, c'est eux qui boivent la bière ensemble, qui prennent le thé ensemble. Pourquoi subitement, comme ça, et en même temps, ils sautent de l'autre côté où l'accord avait permis, ainsi de suite. Non, moi, je ne suis pas étonné. Le monde, là, il est comme ça. Chacun crée ses affaires pour pouvoir faire ses affaires. C'est dommage. C'est nous, Africains, qui n'avons pas compris et qu'on nous utilise à faire la salle baignant. D'accord. La dernière réaction. On n'a pas effectivement les moyens de le faire. Oui, non, il faut se le dire clairement, parce que Trump, c'est un homme d'affaires, ce n'est pas un homme d'État. Donc, il est venu, il veut qu'il arrive à ressusciter des entreprises qui étaient fermées. Et qu'est-ce qu'il peut faire? Parce que sur le plan économique, il y a des difficultés. Alors, il n'a pas un plan clair pour relancer l'économie des États-Unis. Donc, il faut créer effectivement partout la guerre. Donc, comme on l'a dit, il n'y a pas meilleur moment pour s'enrichir qu'en temps de guerre. Et Trump a compris cela. Et on ne va pas le dire, mais même au Burkina, certains se sont enrichis de façon foudroyante grâce à la crise ivoirienne. Donc, c'est exactement ce qui va se passer. Vous avez déjà vu comment la tension a monté d'un cran. Et ça va se poursuivre. Mais la conséquence, c'est que c'est dangereux ce qu'il est en train de faire. En 30 secondes pour terminer. Oui, parce que, comme je le disais tout à l'heure, la conséquence, c'est qu'il remet en cause quand même une décision qui a été prise de façon collégiale à l'ONU. Et ça, ce n'est pas bien. C'est pour dire que demain, quand on va vouloir négocier avec un autre pays, ça va être plus difficile. Et je pense que c'est ça qui n'est pas intéressant. On a bien compris vos différentes positions sur cette affaire. En tout cas, nous sommes au terme de cette émission. Et nous vous remercions de nous avoir suivis depuis le cap de 11h. Je rappelle très rapidement que j'étais sur le plateau avec Paul Miki Rwamba de Waga FM, Dabadi Zumbara du journal Le Pays, alors Soumaïla Rabo de Savane FM et Gabriel Kungoro Kambou de Afrique Femme TV. Merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes. Maintenant que tu as eu le